Tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible au début. Nous étions mariés depuis des années, et comme tout couple, nous avions nos hauts et nos bas. Mais cette fois, c'était différent. Sandy, ma femme, semblait distante d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Les conversations se transformaient en échanges à sens unique, et son rire, qui autrefois remplissait la maison, avait été remplacé par le silence. Au début, je l'ai attribué au stress. Nous avions traversé une période difficile après l'incendie qui avait détruit notre ancienne maison, et emménager dans la maison de ma grand-mère n'était pas son idée d'un nouveau départ. Mais quelque chose dans son comportement indiquait clairement que ce n'était pas seulement à cause de l'incendie, les petites choses commençaient à s'accumuler. Elle rentrait tard du travail, prétextant des réunions qui ne semblaient pas exister. Son téléphone, autrefois négligemment posé sur le comptoir de la cuisine, était désormais collé à sa main, l'écran toujours incliné loin de moi. Et puis, il y avait les soirs où elle oubliait, commodément, de porter son alliance, prétendant qu'elle était pressée ou qu'elle ne lui allait plus tout à fait. J'ai essayé de l'ignorer, vraiment. Je me disais que chaque relation a ses phases, et peut-être que c'était juste un de ces moments où nous devions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Mais il ne fallut pas longtemps pour que je réalise que j'étais le seul à essayer. Le point de bascule pour moi n'était même pas dramatique. C'était dans les petits moments banals. Un soir, je lui ai demandé si elle voulait regarder une de ses émissions préférées ensemble. Une activité que nous faisions presque religieusement autrefois. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre une équation mathématique complexe. Non, je suis fatigué, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. Plus tard ce soir-là, je l'ai vu rire à quelque chose sur son écran, totalement absorbé. Ce n'était pas le genre de rire qui vient d'un mème amusant. C'était le genre de rire qui surgit quand on parle à quelqu'un qui vous fait vous sentir vivant. À ce stade, je ne pouvais plus ignorer les signes. Elle s'éloignait de moi, et il y avait quelqu'un d'autre. Il devait y en avoir un. J'ai essayé de me raisonner, pensant que je réagissais peut-être de manière excessive. Mais la réalité me sautait aux yeux. Les petites provocations, le changement soudain dans sa garde-robe, et l'absence totale d'intimité. Tout pointait vers la même conclusion. Elle n'était pas seulement fatiguée d'être ma femme. Elle était soit déjà avec quelqu'un d'autre, soit sérieusement en train de l'envisager. Je savais que je devais aborder le sujet. Mais comment entamer une telle conversation ? Hé, est-ce que tu me trompes ? Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on lance nonchalamment pendant le dîner. Alors, j'ai attendu. J'ai observé. J'ai commencé à remarquer des schémas. Comment elle se souvenait soudainement qu'elle avait des projets, ou comment son ton changeait quand certains noms étaient mentionnés dans la conversation. Elle n'était pas seulement distante, elle était partie, du moins émotionnellement. C'était comme vivre avec une étrangère. Avec le recul, je pense qu'une partie de moi l'avait déjà acceptée. Elle avait rendu les choses plus faciles en me traitant comme si je n'existais pas. Mais une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être que c'était quelque chose que nous pouvions réparer, que si je lui donnais assez d'espace, elle reviendrait vers moi. C'était insensé. Je le sais. Mais quand on construit une vie avec quelqu'un, on n'abandonne pas sans se battre. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. La partie la plus difficile n'était pas la suspicion elle-même, c'était l'attente. Attendre de la surprendre dans un mensonge. Attendre qu'elle admette ce que je savais déjà. Attendre qu'elle se soucie assez pour même essayer de le cacher. J'avais l'impression de vivre sur du temps emprunté. Comme si chaque interaction que nous avions était un pas de plus vers l'inévitable. Et au fond, je pense qu'elle le savait aussi. La nuit où tout s'est effondré n'avait rien d'extraordinaire. Du moins, pas au début. Je suis rentré du travail, comme d'habitude, et la maison était silencieuse. C'était l'hiver, donc il faisait nuit tôt. Et quand je me suis garé dans l'allée, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. Sa voiture n'était pas dans le garage, et la lumière du Porsche n'était pas allumée. Normalement, cela ne m'aurait pas dérangé. Mais vu la façon dont les choses s'étaient passées dernièrement, cela m'a noué l'estomac. Je suis entré et l'ai appelée, mais il n'y avait pas de réponse. Au début, je me suis dit qu'elle était peut-être sortie faire une course ou rendre visite à une amie. Mais en traversant la maison, j'ai vu que la lumière de sa chambre était allumée. Je suis monté à l'étage, et c'est là que je l'ai vue. Elle était devant la coiffeuse, en train de se maquiller. Elle ne portait pas les jeans et le pull habituel qu'elle enfilait pour des courses décontractées. Non, elle portait une robe noire, une nouvelle que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait un ourlet plus court et un décolleté qui laissait peu de place à l'imagination. Les talons à côté d'elle étaient les plus hauts que je l'avais jamais vue porter. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant quelques instants, juste à regarder. Elle ne m'a même pas remarqué au début. Elle était trop concentrée sur son rouge à lèvres, un rouge audacieux qui la faisait paraître complètement différente. Ça m'a frappé à ce moment-là. Ce n'était pas juste une sortie quelconque. C'était délibéré. Elle se préparait pour quelqu'un. J'avais la poitrine serrée, mais je suis resté calme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé de réponse. Au lieu de cela, j'ai demandé « On va quelque part ?» Sa main s'est arrêtée en plein mouvement, et elle m'a jeté un coup d'œil à travers le miroir. Il n'y avait même pas une lueur de culpabilité dans son expression, juste de l'irritation. Non,
A-t-elle dit platement. Je sors. J'ai un rendez-vous. Je n'ai pas réagi immédiatement. Je pense qu'elle s'attendait à une explosion, une dispute hurlante, peut-être même à des supplications. Mais je suis juste resté là, à la regarder. Tu m'as entendu? A-t-elle dit, sa voix tranchante. J'ai dit que j'ai un rendez-vous. Je sors avec un autre homme. Mon cœur battait fort. Mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction d'une scène. Non. Ai-je dit, gardant d'un ton égal. Elle s'est tournée pour me faire face, visiblement agacée. Non. Non quoi? Tu ne vas pas à un rendez-vous, ai-je dit. Du moins pas tant qu'on vit sous le même toit. Si tu veux voir quelqu'un d'autre, très bien. Mais fais tes valises et trouve un autre endroit où rester. Une fois que tu seras parti, je déposerai les papiers du divorce et tu pourras faire ce que tu veux. Son rire était sec et amer. Je ne pars pas. A-t-elle dit? J'aime cette maison, et quand elle sera à moi, je ferai ce que je veux avec. Si tu continues à agir comme un idiot, je m'assurerai d'avoir la majeure partie de l'argent quand on la vendra. J'ai pris une profonde inspiration. M'accrochant au peu de patience qu'il me restait, fais-nous une faveur à tous les deux, ai-je dit. Et va chez tes parents jusqu'à ce que ce soit fini. C'est toi qui veux partir, pas moi. Elle a croisé les bras, un sourire narquois sur le visage. Oh, je serai de retour dans 30 minutes. A-t-elle dit, tu ferais mieux de ne pas être là quand je reviendrai. Ou j'appellerai la police. Je leur dirai que tu m'as menacé. Peut-être même frappé. Tu sais comment ça marche. Ils te retiendront pendant 48 heures. Et d'ici là, j'aurais changé les serrures. Je sentis une colère froide s'installer en moi. Elle pensait vraiment pouvoir me manipuler comme ça. Tu fais une erreur, ai-je dit. Ma voix calme mais ferme. Tu penses pouvoir me faire peur, mais je ne vais nulle part. Elle a levé les yeux au ciel et est retournée au miroir. Marmonnant quelque chose à propos de devoir retoucher son rouge à lèvres, j'ai quitté la pièce, l'esprit en ébullition. Si elle pensait pouvoir me piétiner, elle se trompait lourdement. Quand j'ai quitté cette pièce, mon esprit était en ébullition. Mais pas de panique, je connaissais son jeu. Et si elle voulait jouer sale, je pouvais m'adapter, elle pensait avoir tout le pouvoir. Ses menaces, sa confiance. La façon dont elle parlait comme si elle possédait déjà la maison dans ma vie, cela allumait un feu en moi. Mais au lieu de perdre mon sang-froid, je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Je n'allais pas la laisser me marcher dessus sans me battre. Je suis entré dans le garage et j'ai vu la batte de baseball en aluminium appuyée contre le mur. C'était la même batte que j'utilisais pendant les matchs d'été avec des amis. Je l'ai ramassée, testant son poids dans ma main. Sa voiture était garée dehors. Et je pouvais presque voir son visage narquois alors qu'elle imaginait partir rejoindre son amant. Me laissant derrière à ruminer. Eh bien, pas ce soir. Je me suis dirigé vers sa voiture et j'ai frappé fort avec la batte. 4 bons coups ont brisé les phares et les feux arrière, rendant la voiture inutilisable pour une virée nocturne. Je n'avais pas fini. Je connaissais sa routine. Son sac était toujours sur le comptoir de la cuisine. Quand je suis rentré, il était là, exactement là où je m'y attendais. Je l'ai ouvert, en prenant soin de ne pas faire de désordre. Et j'ai trouvé son téléphone. Une partie de moi a presque ri de voir à quel point elle était prévisible. Je l'ai ramenée dans le garage et j'ai retiré la batterie, la posant sur mon établi, d'un coup de marteau bien placé. Le téléphone s'est brisé en 3 morceaux. Satisfait. J'ai remis les morceaux cassés dans son sac. Sans la batterie, elle n'appellerait personne ce soir. Ensuite, j'ai remarqué un petit paquet de préservatifs dans son sac. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de les percer avec une aiguille. Juste pour la contrarier, mais j'ai vite changé d'avis. Elle m'aurait probablement accusé d'essayer de la piéger. Et ce n'était pas un casse-tête dont j'avais besoin. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, elle était entièrement habillée. Robe noire, talons, et ce rouge à lèvres ridicule. Elle m'a regardé avec un mélange d'irritation et de suffisance, comme si elle avait déjà gagné à ce jeu tordu qu'elle jouait. Dehors. A-t-elle dit, pointant la porte comme si j'étais un intrus, je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, je me suis servi une tasse de café et me suis appuyé contre le comptoir, prenant une gorgée lente. Bonne chance pour ta soirée, ai-je dit nonchalamment. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle demandé. Sa voix plus tranchante maintenant. J'ai souri et pris une autre gorgée. Pourquoi n'irais-tu pas vérifier ta voiture? Ai-je suggéré. Ses talons claquaient bruyamment alors qu'elle sortait en trombe par la porte d'entrée quelques instants plus tard. Je l'ai entendue crier, en colère, frustrée, furieuse. Elle est revenue dans la maison, le visage rouge de rage. Qu'est-ce que tu as fait à ma voiture? A-t-elle hurlé. J'ai haussé les épaules, gardant d'un ton léger. Elle s'est garée dans la rue. Tout peut arriver. Espèce de salaud. A-t-elle sifflé. Je vais juste l'appeler pour qu'il vienne me chercher. Vas-y. Ai-je dit, désignant son sac. Tu auras besoin de ton téléphone pour ça. Pour ça, son visage s'est figé pendant une seconde. Puis elle a arraché le téléphone de son sac. Quand elle a réalisé qu'il ne s'allumait pas, sa fureur a atteint un tout autre niveau. Tu as cassé mon téléphone. Je me suis adossé et j'ai croisé les bras. Peut-être que tu aurais dû y faire plus attention. À ce stade, elle vibrait pratiquement de colère. Elle a échangé ses talons contre des baskets et est sortie en trombe,
pensant probablement qu'elle pourrait frapper à la porte d'un voisin et emprunter leur téléphone. Je l'ai regardée depuis la fenêtre alors qu'elle allait de maison en maison, de plus en plus frustrée quand personne ne répondait. Elle criait lorsqu'elle a atteint le bout du pâté de maison. Je me suis appuyé contre le comptoir, sirotant de mon café, et j'ai attendu. Je savais que ce n'était qu'une question de temps, avant qu'elle trouve quelqu'un prêt à l'aider ou qu'elle soit assez désespérée pour appeler la police. Dans tous les cas, j'étais prêt. Elle pensait qu'elle contrôlait la situation, mais d'ici la fin de cette nuit, elle réaliserait à quel point elle avait tort. Je n'ai pas eu à attendre longtemps avant que les choses prennent une tournure, bien que pas celle que j'avais prévue. Pendant que je sirotais mon café, je pouvais entendre ses talons marteler le sol à l'étage. Puis, le silence. C'était mon signal pour vérifier ce qu'elle mijotait. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre juste à temps pour la voir marcher vers le garage. Elle n'allait pas abandonner ses plans si facilement. La chose est que je connaissais Sandy. Elle était impulsive, certes, mais prévisible dans son désespoir. Elle avait déjà compris que sa voiture était hors service, et elle devait supposer que j'avais laissé mon Suburban, la bête, comme elle l'appelait, dans le garage, prêt à sauver sa soirée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais débranché l'ouvre-porte du garage plus tôt, au cas où elle tenterait exactement ce genre de choses. Je l'ai suivie discrètement, et j'ai jeté un œil par la porte latérale alors qu'elle grimpait sur le siège du conducteur de la bête. Le moteur a rugi avec un son guttural profond qui a résonné dans le garage. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'arrêter, mais j'ai décidé de la laisser faire son propre désastre. Elle a appuyé sur le bouton de la porte du garage, et quand rien ne s'est passé, elle a réessayé, la frustration a traversé son visage. Mais au lieu de s'arrêter pour réfléchir, elle a fait la chose la plus Sandy qui soit. Elle a appuyé sur l'accélérateur. La bête a rugi en avant, s'écrasant contre la porte du garage avec un crissement métallique qui m'a donné des frissons. La puissance du moteur de 464 chevaux était trop pour la vieille porte. Le bruit du métal qui se déchirait et du bois qui craquait a rempli l'air alors que la bête jaillissait du garage, traînant ce qui restait de la porte avec elle. Mais ce n'était pas le pire. Garé juste derrière le garage, probablement à l'endroit le plus mal choisi, se trouvait une voiture de police. 2 officiers venaient d'arriver après les menaces antérieures de Sandy d'appeler les flics. La bête a percuté l'avant de la voiture de police avec une telle force qu'elle a repoussé la voiture de quelques mètres, laissant l'avant froissé comme un accordéon. L'un des officiers venait d'ouvrir la porte côté conducteur quand l'accident s'est produit. La porte a violemment pivoté en arrière, le déséquilibrant et le projetant au sol. Sa partenaire, une rousse que je me souvenais du lycée, était déjà en mouvement, tirant Sandy hors de la bête par les cheveux avant qu'elle ne puisse même réaliser ce qui s'était passé. « À terre !» a crié l'officière rousse, sa voix résonnant dans tout le quartier. Sandy a hurlé quelque chose d'incohérent, gesticulant tandis qu'elle était traînée sur le trottoir. Elle n'a même pas vraiment riposté, se contentant de sangloter et de jurer alors que l'officière la menottait. Pendant ce temps, je me suis précipité pour vérifier l'état de l'officier qui avait été touché. Son nez était clairement cassé, et du sang coulait sur son visage. Mais il était conscient. « Ne bouge pas !» lui ai-je dit, soutenant sa tête pour stabiliser son cou. Les secours arrivent. Les 20 minutes suivantes furent un tourbillon de chaos. Les voisins jetaient des coups d'œil derrière leurs rideaux, certains assez audacieux pour sortir et observer. Les ambulances sont arrivées, gyrophares allumés, et d'autres voitures de police ont rempli la rue. J'ai répondu aux questions tout en gardant un œil sur Sandy, qui était assise à l'arrière d'une autre voiture de police, menottée et pleurant comme une enfant surprise en train de voler. Lorsque la poussière est retombée, Sandy était en route pour l'hôpital avec un ego meurtri, une nuque raide à cause de l'airbag, et une liste croissante d'accusations. Mise en danger par imprudence, dommages matériels, et agression d'un officier de police avec un véhicule, pour n'en nommer que quelques-unes. Quant à moi, je me tenais dans l'allée, regardant l'épave de la bête être emportée. J'aurais dû être furieux, mais honnêtement, je me sentais juste soulagé. Ce n'était pas seulement à propos de la voiture ou du désastre qu'elle avait fait du garage, c'était d'avoir enfin une preuve, une évidence indéniable, que Sandy était son propre pire ennemi. Malgré toutes ses menaces, sa manipulation et son arrogance, elle avait enfin heurté un mur, littéralement et figurativement. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les jours suivants, le chaos furent un mélange d'interrogatoires de police, de consultations avec des avocats, et d'appels téléphoniques gênants de connaissances communes qui avaient entendu parler du fiasco. Sandy n'a pas perdu de temps à aggraver les choses pour elle-même. Après sa libération sous caution, payée par ses parents, bien sûr, elle a retiré presque tout l'argent de notre compte bancaire commun. 9 000 $ disparus en un instant, me laissant avec un misérable millier à mon nom. Je n'étais pas surpris. C'était juste un autre geste désespéré de quelqu'un qui pensait encore avoir le contrôle. Mon avocat et moi nous sommes mis au travail immédiatement. Heureusement, j'avais anticipé quelque chose comme ça des mois auparavant. Avant que les choses ne dégénèrent, j'avais transféré la propriété de notre maison à mes parents, légalement. Elle ne m'appartenait même plus. Je savais que Sandy exigerait la moitié de tout, et je n'allais pas la laisser la voir.
Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Lors de notre première réunion, Sandy est arrivée avec son avocat. Un type louche avec une mauvaise raie qui pensait clairement que ce serait une victoire facile. Ils n'ont pas perdu de temps à énumérer ses exigences. Elle veut la maison, ou la moitié de sa valeur. A commencé son avocat, glissant avec suffisance une pile de papier sur la table. Nous demanderons également tous les nouveaux meubles, les appareils électroménagers, et une partie de l'indemnisation d'assurance de l'incendie. J'ai jeté un coup d'œil à mon avocat, qui n'a même pas scellé. Au lieu de cela, il a calmement sorti un document et l'a tendu. La maison n'est pas une propriété commune. A-t-il expliqué ? Elle appartient au père de mon client. Sandy n'a aucun droit légal dessus. Son visage a blêmi un instant, mais elle s'est rapidement reprise, se penchant pour murmurer quelque chose à son avocat. Il a parcouru le document, son expression se crispant à chaque mot qu'il lisait. « Ça ne peut pas être vrai », a-t-il marmonné. Mais c'était le cas. Il n'avait rien. Et quant aux meubles et appareils, mon avocat a continué. Nous avons des reçus prouvant qu'ils ont été achetés avec des fonds provenant du compte du père de mon client. Ils ne sont pas non plus des biens matrimoniaux. La frustration de Sandy était palpable. Elle a croisé les bras, me fusilant du regard comme si je l'avais personnellement trahi, ce qui était ironique. Vous les circonstances. Tu me laisses sans rien. A-t-elle finalement lâché ? Pas tout à fait. A répondu mon avocat avec aisance. Nous sommes prêts à vous laisser garder un des ensembles de chambres par nostalgie. Je pouvais presque entendre ses dents grincer. Elle a quitté la pièce peu après, laissant son avocat négocier le reste. À la fin, elle a gardé sa voiture, une partie de l'argent qu'elle avait retiré, et pas grand-chose d'autre. Son avocat savait qu'elle était en position de faiblesse et l'a convaincue de régler avant que les choses n'empirent. Le juge n'a pas retenu ses coups en finalisant le divorce. Il m'a félicité pour avoir été proactif dans la protection de mes actifs. Sa manière polie de dire que Sandy avait été surpassée à chaque étape. Quand le marteau a frappé, j'étais libre et elle était laissée à gérer le désordre juridique qu'elle avait créé en fonçant avec la bête dans une voiture de police. Ce n'était pas une question de vengeance pour moi. C'était une question de préservation de soi. Sandy avait essayé de manipuler, d'intimider et de tyranniser pour tout prendre. Mais elle m'avait sous-estimé. Elle pensait que je me contenterais de me coucher et de la laisser gagner. Au lieu de cela, j'ai joué le long jeu, et quand tout fut fini, je suis parti avec ma dignité intacte. Après que la poussière soit retombée et que l'encre ait séché sur les papiers du divorce, j'ai enfin eu un moment pour respirer. Ça semblait étrange au début, presque comme si je marchais dans la vie de quelqu'un d'autre. Pendant des années, ma routine, mes pensées. Même mon bonheur avait tourné autour de Sandy et de notre mariage, et maintenant elle était simplement partie. La maison était silencieuse, mais pas d'une manière solitaire, plutôt paisible. Je pouvais enfin me concentrer sur moi et sur ce que je voulais au lieu de marcher constamment sur des œufs autour d'elle. J'ai passé les premiers mois à remettre ma vie sur les rails, à réparer la maison, à renouer avec de vieux amis, et à retrouver des hobbies que j'avais négligés pendant des années. Ce n'était pas une question de me distraire, c'était une question de réclamer qui j'étais avant que tout s'effondre. Une des premières choses que j'ai faites a été de retourner au stand de tir. Ça avait toujours été quelque chose que j'aimais. Mais pendant les dernières années de mon mariage, je n'avais pas pris le temps pour ça. Lors d'une de ces sorties, je suis tombé sur le sergent Sweet, la même officier qui avait arrêté Sandy lors de l'incident du garage. Elle était là en jeans et haut décontracté, complètement différente de la personne en uniforme, sans compromis, que j'avais vue auparavant. Nous avons discuté un moment, et j'ai découvert qu'elle était aussi récemment célibataire. Son divorce avait été compliqué, bien que pas tout à fait aussi chaotique que le mien, une chose en entraînant une autre. Je lui ai proposé de sortir. À ma surprise, elle a dit oui. Ce premier rendez-vous était quelque chose. Je me suis présenté dans mon plus beau costume, probablement en faisant trop, mais elle semblait apprécier l'effort. Elle a clairement dit dès le début qu'elle n'était pas intéressée par les jeux ou les drames. Et honnêtement, moi non plus. 9 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Et je peux sincèrement dire que ça a été la période la plus heureuse de ma vie. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est ma partenaire dans tous les sens du terme. Nous avons construit une vie ensemble basée sur le respect mutuel et la confiance. 2 choses qui avaient manqué pendant longtemps dans mon précédent mariage. Quant à Sandy, j'ai entendu des bribes à son sujet par des connaissances communes. Elle s'est remariée 2 fois, et d'après ce que j'ai compris, son deuxième mari semble la tenir en échec. Tant mieux pour lui, je suppose. Je n'ai plus de colère envers elle. Il m'a fallu du temps pour en arriver là. Mais j'ai réalisé que garder de la rancune ne ferait que me maintenir dans le passé. Ces jours-ci, ma vie est simple et épanouissante. Ma femme et moi avons récemment célébré notre 25e anniversaire de mariage avec une croisière fluviale en Europe, un voyage dont elle avait toujours rêvé. Nos enfants sont grands et vont bien, et je ne pourrais pas être plus fier d'eux. La semaine dernière, nous avons remis la vieille maison de ma grand-mère à notre fille comme cadeau de mariage. Ça semblait juste comme un moment de boucle bouclée. Cette maison avait été le théâtre de tant de douleurs et de transitions, mais maintenant elle commence un nouveau chapitre pour elle. De temps en temps, je repense à ces jours chaotiques avec Sandy. Pas avec regret,
mais avec gratitude. Ils m'ont beaucoup appris sur qui je suis et sur ce dont je suis capable de gérer. La vie ne va pas toujours comme prévu, mais parfois, ce sont les détours inattendus qui vous mènent exactement là où vous êtes censé être. Et maintenant, en étant ici, je ne changerai rien.